Non, c'est sérieux. Non, pas c'est sérieux. C'est qu'on dit c'est sérieux. Non, c'est tellement sérieux que vous n'avez pas abordé le sujet de cette façon-là. Parce que quand vous l'abordez de cette façon, vous finissez par banaliser la chose. Et là, je crois que les épargnants, ils ne vont pas du tout apprécier cette façon de faire. Maintenant, tu as dit tellement de choses par rapport à ton pas. Sauf que nous, ils vont nous condamner verbalement. Ceux qui vont condamner dans les urnes, c'est ceux qui n'ont rien fait pour empêcher cet état de choses. Par rapport au marché dans ton pas, puisqu'on parlait de la fête. Je sais pas, ça doit être Malik, tu sais, il est très fort en économie, c'est lui qui m'a rappelé que, en réalité, ce n'est pas les Béninois qui font tourner dans le marché dans ton pas. Nous le savons parfaitement. C'est surtout le Nigérien, c'est surtout les Nigériens qui font tourner le marché dans ton pas. Et les Nigériens en consommation. Ceux qui vont encore acheter, parce qu'ils ont peur. La mesure douanière, la de Nigeria. Arrivé en quoi c'est ils vont dire de dédouaner ceux qui ont pris à côté de la consommation. Malik, je rappelle encore que c'est toi qui m'as expliqué clairement cette théorie-là. J'ai fini par la maîtriser. Ce n'est pas les Béninois qui font tourner le marché dans ton pas. C'est les Nigériens qui le font. Et les Nigériens viennent à Dantokpa en fonction de quoi? En fonction du coût du Naira. D'accord? Et le Naira lui-même est un peu greffé au coût du dollar. Aujourd'hui, la situation n'est pas très propice. Donc, quelque part, et un peu au coût du baril du pétrole aussi. Voilà. Donc, quand vous combinez tous ces éléments-là, en réalité, Dantokpa est dans une situation vraiment haute. C'est vrai qu'au niveau du commerce, ça ne marche pas. Mais le gouvernement n'a rien à voir avec ça. Les Béninois n'ont rien à voir avec ça. Ça, c'est la conjoncture internationale. Qu'est-ce qu'on y peut? Rien. Maintenant, relier ça. Quand le gouvernement, on reçoit sur sa tête tous les cacas. Voilà pourquoi il faut expliquer. Il faut expliquer aux gens. Et je crois que c'est aussi notre devoir. Non, c'est aussi notre devoir. Au niveau de la presse, c'est aussi notre devoir d'expliquer aux gens qu'en réalité, ça mérite. Les candidats Zanaï. Il a promis qu'il va faire point de presse hebdomadaire. Depuis, on n'a rien vu. On attend. Maintenant, tu as parfaitement raison de dire que le gouvernement a eu tort de se mêler de cette affaire. Pas tort, le gouvernement n'avait pas tort. Je crois que c'est peut-être dans le principe. Se mêler, le principe n'était pas mauvais en soi. C'est la manière dont ça s'est passé. Se mêler à ça n'était pas mauvais en soi. Il n'y avait pas un tort à se mêler à ça. Comment ça a été géré? C'est ça le problème. Moi, je pense qu'au regard des personnes impliquées, le gouvernement a bien fait de se mêler. Parce que ne pas se mêler, quelque chose cela aurait été. Non, encore que bon, ça aurait pu dégénérer et créer beaucoup de troubles peut-être à l'ordre public, et de ce point de vue-là. Oui, il y avait pas lu tout le mémorandum. Pardon? C'est que vous parlez, c'est que vous n'avez pas lu tout le mémorandum. On va revenir par rapport à la règle générale qui attend toujours. Oui, moi je crois que, bon, on a lu certaines explications de gens proches de la mouvance ou des juristes qui ont dit, bon, par rapport au délai en matière de procédure pour que la Cour se prononce, qu'elle a jusqu'au 28 décembre. Le 28 décembre, c'est mardi, par rapport au délai dans lequel elle a été saisie. Donc, on espère qu'au plus tard mardi, la Cour va sortir sa décision par rapport à la règle générale pour qu'on soit fixé. Parce qu'à ce niveau, il y a deux points importants sur lesquels la Cour doit clarifier, à savoir la Sénat, qu'est-ce qu'il en sera, et la liste. Donc c'est ça, c'est dans les règles générales. La Sénat, le problème aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce qu'on revient à 11, comme proposé par la majorité opposition du Parlement, ou bien on reste à 17? Et même si on restait à 17, ils ont proposé aussi qu'on appelle comment il faut former le nombre. Est-ce que c'est équilibre entre mouvance et opposition, ou bien Parlement ou gouvernement? Par exemple, c'est Parlement-gouvernement, le gouvernement sera encore majoritaire. Donc on attend que la Cour nous clarifie sur ça. Et ensuite, la liste ad hoc. Mais je crois que ce qui est bien, moi j'ai parlé avec quelques députés, même de l'opposition ces derniers temps, qui ont dit que de toute façon, ils sont prêts. Tout ce que la Cour dira là, eux, ils vont avaliser. Ils n'ont pas le choix. C'est pas ils sont prêts, ils n'ont pas le choix. Non, c'est la Cour dit. Non. Le problème, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Peut-être que je n'ai pas été assez clair. La Cour, c'est la Cour. Il y avait la possibilité de faire les lois, ils peuvent toujours faire, sérieux. Oui, mais ils n'ont qu'à faire. Voilà, mais ça va arranger les choses. C'est-à-dire que les gens se disent, il faut arrêter. Je ne sais pas, cette querelle de loi, non, arrêtez ça tout de suite pour savoir la Sénat sera composée comment, et ensuite avec quelle liste nous irons aux élections. Je crois que d'ici à mercredi ou jeudi, on sera fixé. Par rapport à ce sujet, Patrick, moi je pense personnellement, et je l'ai toujours dit, je le modifierai. Moi je suis contre les modifications opportunistes. Non, opportunistes parce que
comme il y a une majorité aujourd'hui, on veut faire le nombre de la Sénat à un nombre pour pouvoir contrôler, non seulement contrôler, mais avoir le minimum de ceux de l'autre camp. Ce n'est pas une bonne chose en matière démocratique. Ça dit qu'il faut éviter cet état de choses. Ça, c'est ce qui concerne l'Union fait la nation et sa majorité à l'Assemblée nationale. Mais cela dit, au niveau aussi de la Cour constitutionnelle, il y a beaucoup à redire. Beaucoup disent qu'elle va casser d'ici lundi ou mardi. Qu'elle le fasse et qu'on continue. Mais le fait d'abord que le gouvernement ait attendu tout le temps avant de pouvoir déférer la loi au niveau de la Cour et choses, c'est comme s'il y a un complot diffus qui est là, qui ont fait tout pour que les choses ne soient pas claires et autres. Mais quand la Cour va trancher, que les uns et les autres puissent s'en remettre parce que c'est ce que dit la loi. Par contre, là où il ne sera pas possible, c'est qu'au 31 décembre, il ne sera pas possible ni à la Cour, ni au gouvernement de proroger le mandat de la CPS-LEPI. Ah oui. Ah oui. Là, les démocrates attendent parce que le délai, la loi leur dit, jusqu'au 31 décembre pour leur mission. Il paraît qu'il y a des alchimies qui sont en train d'être préparées dans des laboratoires politiques pour que proroger sans avoir recours à l'Assemblée nationale. C'est là où il y aura des problèmes. Vous les juristes, c'est là où moi, parfois, je suis un peu embêté. Le droit, c'est vrai, c'est pas ma tasse de thé, mais je me dis, bon, de temps à autre, est-ce qu'il ne serait pas bien quand même qu'on mette le bon sens au service du droit? J'ai le sentiment que vous vous enfermez dans votre juridiction. Ouais, le mauvais sens. Pardon? Oui, le mauvais sens. Quand vous dites par exemple le truc là, le délai, le mandat de la CPS-LEPI, arrivé à terme le 31 décembre. Je suis d'accord avec vous. Ils n'ont pas fini leur job, c'est ça. Ils n'ont pas fini le travail. Donc ils n'ont qu'à continuer. Non, je ne dis pas, ils n'ont qu'à continuer les yeux fermés comme ça. Mais ils ont été investis pour une mission qui a coûté des milliards. Et ces milliards, vous le savez parfaitement, c'est venu de l'extérieur. D'accord? Ils peuvent finir. Au 31 décembre, ils n'auront pas fini leur mission. C'est sûr. Aidons-les, trouvons un moyen pour leur permettre de... Mais utilisons la voie légale. Oui, c'est la voie légale, bien entendu. Oui. La voie légale. Il n'y a qu'une seule personne capable de faire la loi, c'est les députés. Ce sont les députés. Mais ils sont encore là, non? Mais ils le feront. Ou bien ils vous allez le faire par ils vous ont dit... Non, mais c'est-à-dire dans le pays, les ordonnances vont venir pour dire maintenant la CPS continue. Tu as raison de relever ça. Mais c'est pas ordonnance maintenant? C'est possible, puisque l'ordonnance a valeur de loi. Non mais écoutez, le chef d'État, moi c'est pas si, ne veut pas, il prend l'ordonnance, il proroge. Si la loi permet au chef de l'État de prendre une ordonnance pour proroger. Parce que qu'est-ce qu'il va dire? Les engagements internationaux de l'État, on a passé de l'argent chez les partenaires de développement. Il faut les rembourser par rapport à l'EPI. Ce n'est pas prêt. Les députés refusent de voter la loi. Ils prennent une ordonnance pour proroger la CPS-LEPI. Ce ne sera pas nouveau. Sauf que, en matière de ce qui concerne les questions électorales, la Cour, celle-là nous a dit qu'il faut privilégier le consensus. J'espère qu'elle va se prononcer sur l'ordonnance. De toute façon, même si les députés ne se mettaient pas en conformité par rapport à ce que la Cour dira, il y aura ordonnance pour sortir la loi électorale. On va avancer. C'est ce que il n'y a pas de problème. Malik, je crois qu'on devrait plaider pour ça. Non, moi je ne plaide pas. Non, plaider pour le fait que la CPS-LEPI doit continuer sa mission. Moi je suis réservé. Un peu comme cette question concernant le budget de l'Assemblée nationale, où on dit l'Assemblée nationale, autonomie financière. Mais cette autonomie financière, là encore, je me suis dit, mais ça doit être une question de bon sens. On ne peut pas accorder à nationale une autonomie financière totale. Ce n'est pas possible. Oui, mais c'est ce que quand les députés vous disent on a l'autonomie financière, on a l'autonomie financière. En réalité, ça devait être sous-entendu autonomie de gestion. Les députés, quand vous regardez, je crois qu'ils ont même diminué, ils ont dit qu'ils ont fait des économies. Le projet que le gouvernement leur a envoyé, ils ont même voté moins que ça. Donc en réalité, ce qui posait problème, c'était augmenté de 83 à 89. Oui, mais et ils ont décidé par eux-mêmes de le faire sans accord avec le gouvernement. Ils étaient 83, ils n'ont pratiquement rien foutu. Les Béninois ont été totalement négatifs de notre Assemblée aujourd'hui. Et qu'on se met du jour au lendemain pour dire qu'on est passé de 83 à 99. C'est tellement que nous n'interrogeons pas les mêmes Béninois. Oui, c'est vrai. Heureusement que chacun interroge les Béninois qui là. Non, moi ce que je dirais par rapport au rôle de l'Assemblée nationale, je sais que les hautes luttes qui ont été menées pour que les élus du peuple consentent l'impôt dans l'histoire. Parce qu'avant, c'était la monarchie qui faisait tout. On a lutté pour que, au moins en ce qui concerne l'impôt, ça soit le peuple qui consente l'impôt. Et donc, par rapport à cet état de choses,
l'Assemblée nationale a un rôle à jouer. Ne regardons pas les personnes, ne regardons pas l'Assemblée qui est là aujourd'hui, ne regardons pas le gouvernement qui est là aujourd'hui, mais évitons de réduire les choses à leur portion congrue, parce que les hommes passeront, mais les institutions, elles, demeureront. Mais tu parles de quoi exactement? Non, je veux dire qu'il y a une tendance aujourd'hui mécanique où tout ce qui est d'origine législative ne trouve pas grâce aux yeux des régulateurs et que c'est ce que les... Tu veux dire d'abord aux yeux de l'opinion? Non, pas l'opinion, c'est pas l'opinion. C'est pas l'opinion. Il y a une certaine partie de la classe politique et de la classe institutionnelle, j'allais dire, qui est un peu remontée. Parce qu'il faut, non, disons les choses clairement. Disons aujourd'hui, c'est Issa Salifou qui a dit au congrès de la RBA Abomey que l'erreur qu'ils ont commise au G13, c'est d'avoir laissé le bureau de l'Assemblée nationale être il y a eu majorité au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Et vous voyez comme la Constitution a ordonné nos institutions, c'est le gouvernement et l'Assemblée nationale qui montent les autres institutions de la République. Et donc, à un moment donné, le chef de l'État et le bureau qui lui était acquis ont monté la plupart des autres institutions. Disons-le sans avoir froid aux yeux. La plupart des institutions de la République aujourd'hui ont été mises en place par l'obédience FCPE. Ça, c'est clair. Faut pas avoir froid de le dire. Et donc, on ne peut pas dire que les gens qui viennent d'une obédience politique fassent des choses contre. Maintenant, il revient à ceux qui sont dans l'opposition de faire les choses correctement. Il faut dire aussi que les députés de l'opposition, pendant longtemps, ont fait des lois et eux-mêmes savaient que ça allait être cassé. Opportuniste. Et c'est là ils ont mal fait aussi. Et donc, les autres se sont retrouvés dans leur beau rôle de casser, de réguler contre eux. Et il y a aussi la communication de la mouvance qui a été montée pendant longtemps pour mettre, je ne sais pas, montrer que les députés ont toujours mal fait. Et eux-mêmes ont donné du gré à moudre à ceux qui ont communiqué contre eux, en faisant quelquefois, qu'ils m'excusent l'expression, des bêtises en termes de loi qu'ils ont eu à prendre, en sachant que ce sera cassé, mais ils ont pris quand même. Donc tout cela a joué. Mais il faut voir les choses telles qu'elles sont. C'est ça la réalité. Oui, mais c'est qu'en réalité, ça ne pose pas un problème par rapport au jeu démocratique. Parce que vous savez, tout ça, c'est le jeu démocratique. Les positionnements, les nominations, vous savez très bien comment cela se passe. C'est des jeux... C'est les Béninois qui l'ont fait ici par rapport à leur constitution. Oui, bon, il fut même un temps où, en France, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, on vous parle de l'État UMP, parce qu'on estime que, bon, au niveau de toutes les institutions, c'est l'UMP qui a voulu donner beaucoup de pouvoir à celui qui est exécutif. C'est monté comme ça. Ce qu'on attendait de ces personnes-là, c'est que je t'ai nommé, je ne vous reconnais pas. Malheureusement, c'est ça qui manque. Non, mais bon, enfin, ça dépend peut-être de là où on se situe. Hein. Sinon, bon, quand moi je regarde ce qui se passe aujourd'hui. Non. Oui, ça dépend de là où on se situe et de comment on regarde les choses. Quand je regarde par exemple la RAC, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, c'est quand même le chef de l'État qui a nommé le président de la RAC qui est là. Aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment que la RAC, j'allais dire, mobilise toute la presse pour travailler dans le sens. Est-ce que c'est pas l'une des institutions qui continue de travailler normalement? Donc c'est déjà c'est déjà bon de relever que là au moins c'est déjà une exception. Tout à fait. Absolument, et tout le monde le dit. Et ça on le dit. Quand je prends le conseil économique et social. Non, c'est pas lui là non. Il a été élu. Va ailleurs. La Cour aussi. Il a été élu. Mais la Cour, le président a été également élu. Alors, qu'est-ce que Nago, il a été élu. Bon, on a vu comment le Parlement... Non, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que lorsqu'on nomme ces gens de personnalités, à des moments donnés, il faut savoir véritablement faire la part des choses, bon, de façon à ce que le jeu démocratique soit respecté. Et justement, à propos, le Bénin doit être fier, tout en étant méfiant, parce que notre chef d'État fait partie du trio que la CEDEAO a désigné pour aller parler à Gbagbo. C'est une bonne chose en termes diplomatiques que nous ayons été retenus. Mais à un moment, est-ce qu'on ne doit pas être inquiet parce que compte tenu de la forte communauté béninoise qui est en Côte d'Ivoire et les fous du côté d'Abidjan avec toutes leurs menaces qui font planer sur les uns et les autres. Mais bon, la situation est là mardi. 3 chefs d'État se rendront pour parler à Gbagbo pour la dernière fois. À ce niveau, moi je vais faire déjà remarquer que sur le principe, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Parce qu'au lendemain de ce deuxième tour qui a entraîné pratiquement le chaos en Côte d'Ivoire, les voix qu'on a surtout entendues, c'est les voix de la France, l'Union européenne, les États-Unis. Bon, c'est vrai qu'on a vu le président de au niveau de l'Union africaine, Jean-Ping, je crois, non, faire une descente, j'allais dire même trop discrète à Abidjan. Donc jusqu'ici, on n'a pas véritablement senti les Africains prendre véritablement position dans ce débat-là. Maintenant que la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis ce vendredi-là pour enfin décider
j'allais dire, de participer au débat en cours aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Moi, je trouve que c'est